Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, à partir de ce soir, Donald Trump et son épouse sont sur le sol britannique. C'est la deuxième visite d'État. C'est sans précédent pour un président américain qui sera reçu en grande pompe par la monarchie. On verra les enjeux de cette visite avec le grand historien spécialiste des États-Unis, André Caspi. En ce 16 septembre, c'est le 3e anniversaire de la mort de Mahsa Amini, jeune femme rouée de coups pour avoir mal porté son voile. C'était en Iran. Sa mort avait déclenché un grand mouvement de contestation femme, vie, liberté. 3 ans après, qu'en est-il en Iran? On en parlera avec l'activiste franco-iranienne Mona Jafarian. Et pour finir cette émission, place au maître du XVIIe siècle, Georges de la Tour, l'un des plus grands peintres de ce siècle. Il est à l'honneur du musée Jacquemart-André et à la une du très beau hors-série du Figaro, Georges de la Tour, Ombre et Lumière. Voilà, vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour André Caspi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le grand historien des États-Unis. Je le disais, Donald Trump arrive ce soir avec son épouse pour une visite d'État en Grande-Bretagne qui va durer 2 jours, mercredi, jeudi. C'est donc sa deuxième visite au président Trump. C'est sans précédent pour un président américain. Oui, c'est sans précédent tout court. Tout court. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, la monarchie britannique accorde une visite d'État, mais pas 2. Or, Donald Trump est déjà venu participer à une visite d'État en 2019, où il avait été reçu par la reine Elisabeth II. Et cette fois-ci, c'est par son successeur et son fils, Charles III, qu'il va être reçu. Mais je crois que ce qui est le plus important dans cette affaire, oui, ça n'est pas seulement la visite d'État, c'est aussi les discussions, les débats bien sûr, qui auront lieu tout autour. On va y venir. Dans un premier temps, donc, un accueil en grande pompe par le roi Charles III. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux hommes, Donald Trump et Charles III? On se souvient, vous évoquiez Donald Trump qui avait été reçu en 2019 par la reine d'Angleterre. Donald Trump qui avait été ébloui par la reine, il la respectait énormément. Mais ces deux hommes, Donald Trump, Charles III, ils ont des points communs déjà, tout simplement? Je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup de points communs. Je pense qu'ils ont des divergences, oui, mais que ces divergences ne seront pas affichées puisque c'est une visite officielle, oui, et par conséquent, le roi Charles III ne dira pas tout ce qu'il pense de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il pourrait... Alors, il y a par exemple des sujets sur lesquels Charles III n'aime pas beaucoup la politique de Donald Trump. C'est par exemple les relations avec l'Inde. Oui. C'est par exemple les relations que les États-Unis ont manifestées à l'encontre du Canada, car le Canada fait partie du Commonwealth. Et donc, puis aussi, Charles III est le chef d'État du Commonwealth. Et tout à fait. Et puis il y a un autre État sur lequel Charles III a des sympathies, et Donald Trump n'en manifeste pas du tout, c'est le Lesotho. C'est un petit État d'Africain, oui, mais c'est un État africain auquel le roi tient parce qu'il fait partie du Commonwealth. Donc, si vous voulez, je pense que Charles III recevra comme il convient le président des États-Unis, bien entendu, oui, mais il ne manque pas d'arrière-pensée et il ne manque pas, en somme, de manifester d'une manière ou de l'autre, discrètement, son hostilité à la politique des États-Unis. Justement, cet accueil, ce faste, ce grand jeu, c'est-à-dire on parle de cortège en carrosse aux côtés du roi, de défilé aérien, de dîner royal, oui, au château de Windsor. Derrière tout cet apparat, il y a un but précis, c'est amadouer Donald Trump, par exemple? Oui, alors le but précis, ce sont les accords commerciaux. C'est-à-dire ça ne relève pas tout à fait
l'autorité du roi, ça relève plutôt du Premier ministre. Et je crois que là encore, il y a une contradiction, parce que le Premier ministre fait partie du Labour, c'est-à-dire en fait c'est un travailliste, et c'est une idéologie qui est complètement contraire à celle de Donald Trump. Mais il n'empêche que les deux pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont quand même des liens communs. Et pour ne vous donner qu'un exemple, pendant les vacances d'été, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a passé quelques jours en Grande-Bretagne. D'un autre côté, Elon Musk ne manque pas de commenter la situation on va en parler tout à l'heure, à Londres, de même qu'il y a en somme des liens nécessaires et je dirais historiques. Bien sûr. Entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les États-Unis sont nés d'une révolution contre l'Angleterre. Mais depuis lors, la réconciliation a été faite. Et puis des liens historiques, vous le rappelez, des liens aussi familiaux. La maman de Donald Trump est née en Écosse. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Donald Trump a acheté un Golf en Écosse. C'est même là qu'il a reçu la présidente de l'Union européenne, Madame van der Leyen. C'est-à-dire c'est là qu'il a négocié en somme les accords commerciaux avec l'Europe communautaire. Donc ça veut dire que régulièrement, on peut dire, des Américains traversent l'Atlantique pour visiter la Grande-Bretagne ou pour s'y installer pendant quelques jours. Donald Trump suit le mouvement et il est certainement très honoré d'être reçu une deuxième fois par la monarchie anglaise. Vous évoquiez effectivement cette fameuse relation spéciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, comment vous qualifiez cette fameuse relation? C'est pour reprendre les mots de Churchill, c'est bien ça? Oui. Écoutez, je pense que c'est une relation spéciale, particulière, c'est-à-dire qu'au fond, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Europe communautaire, et par conséquent, ce qui intéresse beaucoup Donald Trump, ce sont les relations commerciales avec la Grande-Bretagne, et ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs le Premier ministre britannique, ce sont les relations commerciales avec les États-Unis. Donc, il y a cette visite d'État, qui est un grand spectacle, bien entendu. Ça, ce sera mercredi. Mais alors, avec la présence de Madame Trump, ce qui est assez rare, parce que Melania n'est pas souvent présente dans les manifestations que son mari préside ou que son mari fréquente. Mais là, elle sera présente, comme elle était présente d'ailleurs en 2019. Et cela veut dire qu'en dehors de ces grandes manifestations, il y a des discussions très précises qui vont avoir lieu avec le Premier ministre. Et ces discussions porteront sur des accords commerciaux, porteront sur des accords nucléaires, porteront aussi en somme sur différents aspects qui peuvent lier ou distinguer les deux pays. Alors justement, c'est au programme des discussions avec le Premier ministre. Donald Trump sera reçu d'ailleurs dans la maison de campagne, je crois, du Premier ministre. Donald Trump vient également avec des dirigeants américains dans ses bagages, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est l'usage. Il se déplace avec des adjoints, pourrait-on dire. Mais vous savez, dans la façon de gérer les affaires de Donald Trump, c'est le président qui a la voix prépondérante et il n'a guère besoin de ses adjoints pour décider. En revanche, les adjoints peuvent apporter des informations qui ne manquent pas d'intérêt, bien entendu, puisque les accords vont porter sur différents domaines, qu'il s'agit du commerce ou des affaires nucléaires. Bref, il s'agit en somme de régler un certain nombre de problèmes qui concernent les deux États. Alors justement, ils s'en sortent comment, nos camarades britanniques, avec les droits de douane Qu'est-ce qu'on est sorti? Écoutez, ils font bande à part. Ils font bande à part. Ils font bande à part. Souvent, non? C'est-à-dire qu'au fond, ils ne sont pas liés par les accords que l'Union européenne a pu souscrire avec les États-Unis, et ils ont obtenu quelques avantages, notamment sur la vente des automobiles aux États-Unis, qui seront taxés à 10%, alors que pour l'Union européenne, c'est à 15%. Et puis aussi pour le whisky.
C'est-à-dire qu'au fond, là aussi, les Britanniques ont obtenu quelques avantages pour vendre leurs alcools Avec sur des le taxes marché moins élevées américain. que les Européens. Ce qui n'est pas le cas des Européens. Mais ça veut dire quoi? Que les Britanniques ont été meilleurs en négociation que l'Union européenne? Peut-être, ou ça veut dire aussi qu'il y a malgré tout un lien spécial entre les deux Un États. traitement de faveur? Oui, c'est-à-dire qu'au fond, on se souvient aux États-Unis que la Grande-Bretagne, c'est quand même l'une des mères patries, pourrait-on dire, Oui. même si les Américains du XVIIIe siècle se sont révoltés contre l'Angleterre. Mais il n'empêche qu'il reste des liens spéciaux entre ces deux États. Et puis il y a un accord nucléaire civil Oui. majeur. On parle de quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de l'industrie nucléaire et de cette affaire qui est extrêmement importante pour les Anglais et pour les Américains. C'est-à-dire qu'au fond, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est une puissance nucléaire. Et par conséquent, non seulement elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais elle détient aussi l'arme nucléaire, et en ce sens, elle tient une place essentielle dans les relations internationales. Donc il est vraisemblable que les deux hommes, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président, parleront aussi de la situation en Ukraine. J'allais y venir, André Caspi. L'Ukraine est au programme. Bien sûr, l'Ukraine est au programme. Ça ne veut pas dire que les Britanniques sont prêts à intervenir en quoi que ce soit, mais ils souhaitent eux aussi que la guerre ne s'étende pas et surtout qu'elle prenne fin. Donc, est-ce que Donald Trump peut compter sur eux? Oui, bien sûr, mais il peut aussi se dire que l'essentiel, c'est la négociation avec Vladimir Poutine, et par conséquent, l'anglais va en plus appuyer la position américaine, mais quelle est aujourd'hui la position américaine? Je serais bien empêché de vous le dire. Oui, parce que depuis le 15 août, finalement, la situation s'enlise, les Russes attaquent et ont même envoyé des drones la semaine dernière sur la Pologne. Oui, vous dites que la situation s'enlise. Moi, je dirais que la situation s'aggrave. S'aggrave, oui. S'enlise et s'aggrave. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas jusqu'où les Russes sont prêts à agir, puisque là, on dirait qu'ils font de la provocation au-dessus de la Pologne. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse. Avec un Donald Trump qui semble dire que c'est peut-être, son terme c'est quoi, une erreur, c'est ça, que les drones soient dans le ciel polonais? C'est-à-dire qu'au fond, Donald Trump essaye de continuer la négociation qui n'a pas véritablement abouti en Alaska, mais il cherche en somme à convaincre Vladimir Poutine d'arrêter le conflit contre l'Ukraine. Mais il ne semble pas que la Russie soit prête à suivre les conseils des États-Unis. Donc c'est une situation très embarrassante, car d'un jour à l'autre, la position de Donald Trump change. Tantôt elle est conciliante, tantôt elle est plus rigide, ce qui fait qu'il avait promis de régler la question d'Ukraine en 24 heures, dès qu'il serait président des États-Unis. Je vous rappelle qu'il a été président des États-Unis depuis la mi-janvier. Les 24 heures sont largement dépassées et la situation en Ukraine n'a pas beaucoup évolué, du moins en faveur de la paix. Donald Trump veut aussi aborder un autre sujet avec le Premier ministre britannique, c'est l'importance de la liberté d'expression au Royaume-Uni. Pourquoi et à quoi doit-on s'attendre, André Caspi? Vous savez, Donald Trump arrive en Grande-Bretagne au moment où il y a eu des manifestations monstres contre l'immigration. C'était samedi dernier à Londres, c'est ça? Exactement. Et cela veut dire au fond que pour Donald Trump, l'opinion britannique semble aller dans un sens un peu comparable à une grande partie de l'opinion américaine, c'est-à-dire le refus de l'immigration massive et surtout le refus de l'immigration clandestine. Donc ça veut dire que pour Donald Trump, c'est un appui, pourrait-on dire, c'est-à-dire il démontre qu'il n'est pas le seul et qu'au fond, il y a dans le monde occidental une réaction très forte
contre cette poussée migratoire qui utilise évidemment les canaux officiels, mais aussi beaucoup les canaux clandestins, et qui fait que en Grande-Bretagne, la réaction a été particulièrement violente. On l'a vu dans ces manifestations de Londres, avec plus de 100 000 manifestants. Et bien entendu, cela donne raison à un homme comme Elon Musk. Cela qui est intervenu par vidéo, bien sûr, dans cette journée du samedi. Mais qui n'est pas intervenu au nom de Donald Trump, puisque les deux hommes sont fâchés. Mais il n'empêche qu'ils vont dans le même sens. Et d'un autre côté, cela confirme en somme chez Donald Trump l'idée qu'il y a une réaction violente contre cette immigration qui n'est pas contrôlée et dont on retrouve les traces à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors il y a aussi cet autre sujet aux États-Unis, c'est la mort de Charlie Kirk, qui a été tué la semaine dernière sur un campus. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis, cet assassinat, de l'ambiance, de cette société américaine? Vous savez, aux États-Unis, les assassinats sont très fréquents. Malheureusement d'ailleurs. Vous voulez dire que la violence, elle est au cœur de... La violence est au cœur de la société américaine. Et vous savez, l'usage des armes à feu est extrêmement répandu. Je vous rappelle qu'il y a chaque année aux États-Unis 40 000 morts par les armes à feu. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des assassinats, parce que beaucoup de ces morts sont des suicides. Mais cela veut dire malgré tout que l'usage des armes à feu fait partie de la société américaine, et puis d'ailleurs est garanti par l'un des amendements à la Constitution des États-Unis. Donc qu'il y ait des armes à feu et que certaines personnes s'en servent, oui, n'oubliez pas que Donald Trump a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat en 2024. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Et ce que l'on constate, c'est que évidemment, ce personnage qui a été tué dans l'Utah, oui. C'était un personnage qui avait une grande popularité dans les milieux de droite et d'extrême droite aux États-Unis et en dehors des États-Unis, puisque on voit les effets, par exemple, sur la société britannique. La Maison-Blanche a affirmé son intention de réprimer, je cite, le terrorisme intérieur de la gauche. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, pour Donald Trump, le combat de la droite doit être mené avec force, avec rigueur, avec détermination, parce qu'il estime que précisément c'est une manière de sauver la société américaine. Alors, ça ne veut pas dire que je partage moi personnellement cette opinion, et puis d'ailleurs peu importe mon opinion, mais ça veut dire qu'il y a là, si vous voulez, une sorte de combat qui dépasse largement les frontières des États-Unis, et Donald Trump se veut sans aucun doute le champion de cette cause. Ce sera ma dernière question, André Caspier. Ces 2 jours de visite de Donald Trump, qu'est-ce que vous allez guetter particulièrement? Ce sera surtout les échanges avec le Premier ministre britannique? Personnellement, moi, ce que je vais surtout guetter, c'est le résultat de la négociation commerciale. Parce que c'est ce qui intéresse en particulier le Premier ministre britannique. N'oubliez pas que le Premier ministre britannique est membre du Labour, c'est-à-dire au fond d'une idéologie qui est complètement contraire à celle de Donald Trump, mais ils peuvent s'entendre sur des questions commerciales. Et les Anglais, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, les Anglais font en somme bande à part par rapport à la négociation que les Européens ont menée avec les Américains. Merci André Caspier pour votre analyse et votre éclairage. Merci d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur les États-Unis. Je cite le dernier, c'est le Watergate, la démocratie américaine à l'épreuve. C'était aux éditions Archipoche et c'était en 2024. Merci d'avoir été avec nous. Le 16 septembre 2022, la mort de Mahsa Amini lançait un puissant mouvement de contestation du régime des mollahs en Iran. 3 ans après, qu'en reste-t-il? On en parle avec Mona Jafarian. Elle est franco-iranienne, elle est activiste qui lutte contre le régime des talibans. Elle est la cofondatrice de l'association Femmes Azadi.
Bonjour, Mona Jafarian. Bonjour. 3 ans, ça fait 3 ans, le 16 septembre, 3 ans jour pour jour après la mort de Mahsa Amini, qui avait lancé ce grand mouvement Femmes, Vie, Liberté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran depuis ? Eh bien, le mécontentement de la population est intact. Oui. Les gens, je pense qu'il y a même de plus en plus de personnes opposées au régime. Oui. Malheureusement, la répression est toujours aussi féroce, notamment après la guerre de 12 jours entre Israël et la République islamique. La situation à l'intérieur du pays est catastrophique, puisqu'aujourd'hui, les trois quarts du territoire sont privés d'eau potable et d'électricité. La pauvreté continue de grimper et le régime continue de ne pas entendre les protestations du peuple iranien, dont le message est toujours aussi clair, la chute totale et définitive de la République islamique. Est-ce que, à votre connaissance, il va y avoir, ou il y a déjà eu dès ce matin, des manifestations, des commémorations, des rassemblements pour en souvenir notamment de Mahsa Amini et de ce mouvement ? Alors le régime anticipe toujours cette date anniversaire, puisque là, exceptionnellement, depuis 3 jours, il n'y a plus de coupure d'électricité. Oui. Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées. C'est-à-dire les coupures d'électricité, c'est-à-dire pas de coupure pour éviter la colère, pour éviter justement, parce que les gens sortent tous les jours dans des villes différentes pour protester contre ces coupures d'eau et d'électricité. D'ailleurs, le slogan « Femmes, Vie, Liberté » est devenu « Eau, électricité, liberté » sont nos droits fondamentaux. Ça montre à quel point il y a un réel problème d'accès à l'eau et à l'électricité. Oui. Vous le disiez, ça, les 3 quarts du pays. C'est ça. Et plus de 30 millions d'Iraniens aujourd'hui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins vitaux. 30 millions, c'est comme si c'était la moitié des Français. Exactement. Et un tiers de la population iranienne. Mais par contre, au Kurdistan iranien aujourd'hui, tous les commerces avaient les rideaux baissés. En signe de soutien à Vous soulignez le Kurdistan iranien parce que Mahsa Amini était... Exactement. Elle était kurde iranienne et son vrai prénom était Gina. Qui sont les Iraniens et les Iraniennes qui adhèrent au mouvement Femmes, Vie, Liberté ? Aujourd'hui, vous savez, c'est toutes les couches sociales, toutes les ethnies, puisque nous sommes... Tout le monde pense souvent que les Iraniens sont tous perses, ce qui est faux. Il y a des Kurdes, des Baloutches, des Lors, des Kurdes. Et je pense qu'on peut facilement dire aujourd'hui que près de 9 Iraniens sur 10 sont opposés au régime. Et finalement, la seule poignée qui reste à Khamenei et son régime, c'est les gens qui vivent de la corruption et les fanatiques islamisés. Mais vous voulez dire que même des musulmans fervents sont pour ce mouvement aussi ? Il y a des musulmans, bien sûr, beaucoup de musulmans qui soutiennent le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui dépasse finalement juste un slogan, puisque c'est vraiment une soif de démocratie, de liberté, de laïcité. Et beaucoup de musulmans se rendent bien compte que l'islamisme, l'islam politique, ne mène à rien et n'a mené qu'à la destruction de l'Iran depuis 46 ans. Comment vous expliquez que ce régime qui est en place depuis 1979, donc plus de 45 ans, il est diffusé partout, il est présent partout. Finalement, les esprits iraniens, une grande partie des esprits iraniens échappent en fait à cette idéologie. C'est l'éducation. Je pense profondément que l'éducation de génération en génération des parents iraniens a permis de préserver la population iranienne de cette idéologie. Mais ce qu'on voit, et c'est assez paradoxal, c'est que là où la population iranienne est épargnée, a réussi à ne pas être endoctrinée, eh bien cette idéologie gagne aujourd'hui l'Occident. Et les discours de la République islamique et de cet axe qu'on appelle de la résistance dans leur langage à eux, mais qui est un axe terroriste, finalement est massivement partagé aujourd'hui dans nos démocraties, dans nos universités, dans nos rues. Alors qu'en Iran... il est en recul. Exactement. Surtout, n'a personne pour le soutenir, parce que les gens voient très clair derrière ce qui se cache réellement derrière ces slogans. Est-ce que les femmes aujourd'hui, encore en Iran, qui refusent de porter le hijab en public, il y a toujours... Oui, elles sont une majorité maintenant. Alors, il faut être très vigilant parce que le régime en joue aussi.
Quand il y a une forte pression internationale, le régime réprime moins à l'intérieur du pays les femmes qui ne portent pas le voile pour donner l'impression que finalement elles auraient gagné une bataille et que le régime est beaucoup moins oppressif que ce qu'on pensait qu'il était. Une façon de donner des gages, en fait. Voilà, et puis surtout une manière de tromper la communauté internationale et les médias. Là, on voit depuis 2 semaines qu'il y a des concerts immenses organisés dans plusieurs villes en Iran où les femmes n'ont pas de voile, elles dansent, on entend la musique. Mais tout ça est en préparation justement de ce 16 septembre pour faire croire aux médias, notamment occidentaux, que les choses bougent en Iran, ce qui est absolument faux, puisque la répression est toujours féroce. C'est toujours un Iranien qui est pendu toutes les 5 heures, des dizaines de milliers de personnes enfermées, emprisonnées et torturées. Mais on essaye de donner bonne impression, notamment pour éviter les sanctions internationales. Économiques. Justement, vous parlez des personnes arrêtées, exécutées. Il y a eu des milliers d'arrestations. On a, entre guillemets, un bilan depuis 3 ans de toutes ces personnes arrêtées et tuées. On sait combien sont toutes ces victimes. C'est très, très difficile de savoir puisque le régime cache les exécutions, cache toutes les personnes torturées à mort. On sait que juste après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu plus de 25 000 jeunes emprisonnés. Et on sait, par exemple, là, après la guerre de 12 jours contre Israël, que 21 000 personnes ont été emprisonnées, chiffre du régime. C'est massif. C'est massif. Et c'est les chiffres du régime. Donc on peut imaginer que ça peut être un peu exactement. Exactement. 15 000, 21 000, même des enfants ont été tués. Oui, des enfants ont été tués. Vous savez, la majorité des manifestants qui étaient dans les rues en 2022 avaient entre 15 et 23 ans. Donc il y a eu énormément d'enfants qui ont été tués. Et encore aujourd'hui, la République islamique a installé des checkpoints un peu partout, de peur de révolte. Et des familles entières ont été criblées de balles dans leur voiture sur un mouvement de paranoïa d'un agent, d'un Basij. Et ironie du sort, une famille appartenant au régime a même été entièrement décimée dans sa voiture. Vous évoquiez, Mona Jafarian, les bombardements israéliens de juin dernier sur les sites nucléaires. Ça a duré 12 jours. Quel est le bilan, justement, après 3 mois après ces fameux bombardements? Beaucoup de choses ont été détruites en Iran. Oui, énormément de choses ont été détruites et bien au-delà du nucléaire, puisque le nucléaire, il y a encore une incertitude sur ce qui a réellement été réalisé. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'armée israélienne a bombardé les centres de renseignement, des centres de torture du peuple iranien, de surveillance du peuple iranien, tout le haut commandement des gardiens de la révolution islamique. Donc ça a quand même créé un mouvement de panique au sein du régime, une paranoïa, puisque la précision et les informations qui étaient en possession du Mossad, du Shin Bet et de l'armée israélienne nous montrent le degré d'infiltration israélien au sein même du régime. Et ça a été un coup très dur porté à la République islamique. Khamenei vit comme un rat dans un trou aujourd'hui, caché depuis des mois, et il ne sort que pour faire une petite déclaration, et il repart, il change régulièrement de place. Donc on voit que la peur s'est installée au sein du régime, et de facto, la répression augmente sur le peuple iranien, comme à chaque fois que le régime se sent menacé. Comment la société iranienne a vécu ces bombardements israéliens ? Alors les gens étaient très partagés, personne n'a envie de se faire bombarder. Téhéran a été massivement évacué. Les gens ont eu très peur. Mais ce qui a été assez admirable de leur part, c'est la lucidité sur la situation, puisqu'on entendait les gens crier aux fenêtres « mort à Khamenei, mort à la République islamique ». Les Iraniens sont parfaitement conscients que cette guerre, ce n'était pas celle de l'Iran, mais celle de la République islamique, et que même les sanctions qui font qu'ils ont aujourd'hui des conditions de vie terribles sont dues à la politique menée par Khamenei et uniquement Khamenei. Ça a vraiment affaibli le régime, à vos yeux, ces bombardements israéliens ? Oui, ça a grandement affaibli le régime. Et puis c'est la suite logique finalement de toutes ces tentacules, comme le Hamas, le Hezbollah. Et on voit bien aujourd'hui au Liban que l'armée libanaise parvient maintenant à imposer le fait qu'elle veut désarmer le Hezbollah, que les milices palestiniennes présentes au Liban sont en train d'être désarmées. Donc il y a eu un effet domino après le 7 octobre qui fait, et nous on le dit assez souvent, c'est qu'Israël a détruit en 2 ans ce que Khomeini puis Khamenei avaient mis 40 ans à construire. Donc effectivement, la République islamique est dans la situation la plus faible dans laquelle elle ne s'est jamais trouvée jusqu'aujourd'hui. La France, Mona Jafarian, a 3 otages là-bas en Iran. Il semblerait
qu'on s'approche d'une phase finale. C'était les déclarations, c'est ça, la semaine dernière, du ministre des Affaires étrangères iranien. Vous y croyez? On peut avoir de l'espoir de retrouver bientôt Cécile Collère, Jacques Paris. On va voir leurs photos. Ils ont été arrêtés en mai 2022. Et puis, il y a ce jeune franco-allemand qui s'appelle Lénard Monterlo, 19 ans, arrêté, c'était en juin dernier. Il circulait en vélo sur le territoire iranien. Alors, d'après les déclarations du ministre des Affaires étrangères, il y aurait un deal sur la table pour faire un échange entre une prisonnière de la République islamique enfermée aujourd'hui dans les prisons françaises pour apologie du terrorisme et pour avoir alimenté une chaîne Telegram où elle appelait à commettre des attentats et à tuer les juifs en France, en échange de la libération des 3 otages. C'est la manière de procéder de la République islamique depuis plus de 4 décennies, soit d'avoir des rançons de plusieurs milliards de dollars, soit d'obtenir la libération de terroristes en échange, ou d'éviter les sanctions. Ce qui nous inquiète plus, c'est que dans ce deal, il y ait les sanctions qui ont été déclenchées par la France, l'Angleterre et l'Allemagne aux Nations Unies contre la République islamique, parce qu'on a bien peur que juste cette détenue-là ne soit pas suffisante pour 3 otages français. Donc on espère que la France ne fera pas marche arrière sur les sanctions qu'on appelle le mécanisme de snapback qui ont été déclenchées aux Nations Unies. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est les opérations que peut mener l'Iran en Occident et en France. La preuve avec cette femme dont vous parliez, Madieh Esfandiari, qui a été donc arrêtée. C'est de plus en plus fréquent, de plus en plus présent, c'est ça, cette menace iranienne sur le sol français? Oui, elle a plusieurs visages. Alors, il y a le visage terroriste. Aujourd'hui, ils font appel à des délinquants, souvent très jeunes. Par exemple, en Suède, c'était des jeunes de 16-17 ans qui ont été payés entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros pour commettre des actes. Alors, ça peut aller du vandalisme à du terrorisme. Il y a ensuite un deuxième volet qui est les ingérences. Donc, on va venir financer des associations, des mouvements étudiants, des manifestations, avec des mots d'ordre et une idéologie à porter. Et puis, il y a aussi tout ce qui est cyberattaque, fake news, pour réussir à radicaliser une partie de la population et les mener à créer le chaos à l'intérieur de nos pays démocratiques. Et d'ailleurs, je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui avait fait une déclaration en disant que l'État français menait une véritable lutte contre les ingérences, notamment de la République islamique en Iran et de la Russie sur notre sol pour pousser au chaos et à la guerre civile. Et vous, Mona Jafarian, vous êtes une activiste, vous luttez contre ce régime, c'est votre combat de lutter contre ce régime des mollahs. Vous vivez parfois des pressions, ou souvent des pressions des mollahs par des intermédiaires? Oui, les procédés de la République islamique sont des procédés terroristes. Donc, bien évidemment, on vit menacé. Dans mon cas, je vis protégée. C'est très délicat puisque c'est un régime qui ne recule devant rien quand il se sent menacé et qui a procédé à de nombreux assassinats, voire même des kidnappings d'opposants dans d'autres pays. Par exemple, je pense à Jamshid Sharmat qui était en vacances, qui a fait une escale à Dubaï et qui a été kidnappé à Dubaï, ramené en Iran, torturé et assassiné après 4 ans d'emprisonnement et de torture. Et son corps a été rendu récemment à sa fille, sans la langue, sans les poumons, sans le cœur, parce qu'en fait, ils avaient enlevé les organes pour qu'on ne puisse pas déterminer dans quelles conditions il était mort. Donc c'est vraiment un régime particulièrement barbare et cruel. Vous vous sentez soutenue, vous, Mona Jafarian, dans votre combat contre le régime des mollahs? Alors nous sommes très soutenus par les députés et les sénateurs. Et ça, je tiens vraiment à le saluer, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une tribune pour demander justement à la France, à l'Europe et à l'Allemagne de déclencher le mécanisme de sanctions. Et on a eu un soutien massif de députés et de sénateurs. Par contre, c'est vrai que ce qui est à la tête de l'État, il y a toujours plus ou moins eu un refus de nous rencontrer et de discuter de la situation en Iran. Et on le déplore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une tribune a été écrite par plus de 100 familles de victimes iraniennes, appelant justement l'Occident à tourner définitivement le dos à la République islamique, à classer les gardiens de la révolution islamique comme entités terroristes et à soutenir le peuple iranien pour enfin débarrasser le monde du régime de Khomeini et de ses tentacules.
Merci Mona Merci Jaffarian d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Et puis on peut vous lire, bien évidemment. Vous étiez venue d'ailleurs sur ce plateau. Mais le livre est toujours disponible. Mon combat, c'est aux éditions Stock. Merci d'avoir été avec nous. On passe à un tout autre sujet maintenant. Près de 30 ans qu'on n'avait pas vu d'exposition sur Georges de la Tour. Le musée Jacquemart-André célèbre le maître des ombres et des lumières. Georges de la Tour, c'est un des plus grands peintres du XVIIe siècle. Il est également à l'honneur du nouveau hors-série du Figaro. Avant qu'Isabelle Schmitz, qui a dirigé ce numéro, me rejoigne, eh bien, je vous propose de nous plonger dans l'univers du maître. Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Anne-Emmanuelle. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction des Figaro hors série. Un Figaro hors série qui revient, qui met en avant et en lumière le grand peintre justement des ombres et des lumières, c'est Georges de la Tour. Alors on n'avait pas vu de rétrospective de Georges de la Tour depuis 1997. Et bien voilà, presque 30 ans qu'il nous avait privés de ce peintre fascinant. Ouais. Et je pense et je sais que l'exposition a un grand succès parce que en fait, être en présence de ces œuvres-là, être en présence d'un tableau, c'est toujours un privilège et c'est toujours mieux que de voir une reproduction, mais être en présence de ces tableaux-là, c'est une chance, je crois, qu'il ne faut pas louper. Je dirais même c'est une chance dans une vie. Et moi qui ai passé 2 mois à travailler sur ces tableaux, quand je les ai vus, quand j'étais face à eux, je me suis rendu compte que c'était encore tout autre chose, que ces œuvres nous parlent, que Georges de la Tour a l'art de la nuance, de l'expression fine. Sa peinture est éminemment subtile. Je ne dirais pas qu'on a réussi à percer totalement le mystère, mais on a essayé dans ces 160 pages, oui, avec le concours d'historiens d'art et de professeurs d'histoire de l'art, d'éclairer au mieux le mystère La Tour. Vous semblez parler de Georges de la Tour et de ce regard que vous avez eu avec ces tableaux comme une rencontre, peut-être même comme une expérience. Il y a un petit côté un peu mystique, c'est ça, dans ces rencontres avec ces tableaux, vous diriez ? Oui, je dirais cela. Je ne sais pas si on peut parler de rencontre avec un homme parce qu'il est en fait extrêmement mystérieux. Il reste mystérieux. Absolument, on va y venir. Voilà, malgré le fait, alors il a été oublié pendant 200 ans. Pas sa peinture, en fait. Ces tableaux n'avaient pas disparu, mais ils avaient été attribués à d'autres. Alors, Georges de la Tour, il meurt effectivement en 1652. Voilà. Et là, il tombe dans l'oubli. C'est déjà assez étonnant. Il faut attendre le début du XXe siècle pour le découvrir. Racontez-nous ça. Comment ça se passe ? Alors, bon, je n'y étais pas, mais pour ce que j'en sais, c'est Hermann Voss, un historien d'art allemand, oui, qui en 1915 oui, fait le rapprochement entre 4 tableaux, 4 scènes nocturnes, dont le fameux nouveau-né, qui fait l'affiche de l'exposition et la une du hors-série. Et la une du Figaro hors-série. Il fait le rapprochement entre ces 4 tableaux en disant que très probablement, ils sont du même peintre, oui, et que ces œuvres qui ont été attribuées parfois à Velázquez, parfois à Murillo, à Zurbarán, à Guido Reni, à Honthorst ou Terbruggen, des Caravagesques du Nord, en fait, ces 4 tableaux sont très probablement de la même main et de la main de ce Georges de la Tour, dont il reste une signature par-ci, par-là, oui, mais qui a en fait disparu des radars. C'est-à-dire qu'après sa mort en 1652, déjà sur la fin de sa vie, le style caravagesque d'ombre et de lumière est moins à la mode. Et donc, il est déjà beaucoup plus discret qu'il n'a été à un moment de sa carrière. Et peu à peu, on oublie jusqu'à son nom dans les manuels d'histoire de l'art du XVIIIe et XIXe siècle, le nom de la Tour n'apparaît plus. Et ces tableaux certains tableaux que l'on connaît sont attribués à d'autres. C'est un destin assez extraordinaire. Alors, ce Georges de la Tour, il est né en 1593, je le disais, il est mort en 1652. Qui est-il ? D'où vient-il ? Alors, il vient d'un milieu
assez aisé. C'est le fils d'un boulanger, mais d'un boulanger important, négociant en grains. Il possède des terres, il a des champs. Et donc, d'ailleurs, la majorité des documents qui nous sont parvenus à propos de lui, c'est pas du tout des choses sur sa peinture, même s'il y a une ou deux anecdotes, mais c'est plutôt des traités d'affaires, des notes, des plaintes de ses voisins qui trouvent qu'il est... Il avait mauvais caractère, c'est ça. En tout cas, il a réagi une ou deux fois de façon assez virulente avec un collecteur d'impôts, manifestement. Et donc voilà, ça nous renseigne assez peu sur le peintre qu'il était. Mais donc il vient d'un milieu aisé. Il épouse une jeune femme qui est d'ascendance noble, et il va essayer de jouer là-dessus pour faire reconnaître, pour acquérir un titre de noblesse. Entre autres aussi parce qu'il est peintre et qu'il veut faire reconnaître cette profession de peintre, non pas avec le simple statut d'artisan, mais celui d'artiste. Et on est à l'époque où les peintres luttent pour faire reconnaître leur statut social. Lui obtiendra du roi quelques avantages liés à la noblesse, mais pas le titre. C'est son fils Étienne qui sera anobli, mais après la mort de Georges de La Tour. On sait quelle formation artistique il a reçue, justement, Georges de La Tour. Malheureusement, on ne sait pas. Il y a beaucoup de mystères. Jean-Pierre Cuzin, un de ses grands spécialistes, pense qu'il a été en Italie et que c'est là qu'il aurait découvert Caravage. Mais il a également... Caravage, c'est 30 ans un peu avant Georges de La Tour, c'est ça. Et Caravage, c'est le grand maître de... Alors, c'est le grand maître de la lumière, du clair-obscur, mais d'un clair-obscur assez différent. Souvent, on dit Georges de La Tour, c'est le Caravage français. Et quand on dit ça, ça nous parle parce qu'on voit tout de suite une peinture qui accentue les ombres et les lumières. C'est vrai chez Caravage et c'est vrai chez La Tour. Mais chez Caravage, la lumière est beaucoup plus artificielle et beaucoup plus violente. Dans le sens, elle est presque cinématographique ou théâtrale. On dirait un spot sur une scène de théâtre qui va éclairer... Comme un projecteur, exactement, qui va éclairer un personnage. On a en tête peut-être la vocation de Saint Matthieu, qui est dans l'église Saint-Louis des Français à Rome, où on voit le Christ qui pointe du doigt Matthieu, et il y a la lumière une lumière un peu crue, qui descend de la fenêtre et qui frappe vraiment Matthieu pour le désigner. En fait, c'est presque le signe de Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Donc c'est du théâtre. Chez La Tour, c'est très différent. En quoi c'est différent, Isabelle Schmitz ? Oui, c'est différent parce que la lumière est beaucoup plus diffuse. Elle vient de sources naturelles, dans le sens où c'est pas un violent ray de lumière qui tombe sur un personnage ou une lumière qui vient de nulle part, d'une nuée avec un ange. C'est une lumière qui vient d'une bougie, d'une torche, qui éclaire le personnage, et souvent de façon un peu indirecte. C'est-à-dire qu'on devine la lumière. Parfois, on voit la flamme chez Georges de La Tour, mais parfois non. Dans cette fameuse nativité, ce nouveau-né qui est dans les bras de la Vierge, s'il s'agit bien du Christ, on ne voit la flamme en fait que à travers la main de Sainte Anne, la grand-mère, qui cache cette flamme presque comme pour protéger la tête de cet enfant. Mais en fait, la flamme éclaire la tête de cet enfant, et d'une façon allégorique, on comprend que en fait, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la lumière de la flamme ? Sans doute parce que la lumière, la vraie lumière de ce tableau, c'est le Christ. C'est, selon saint Jean, la lumière du monde. Et ce tableau illustre ça, tout en étant une scène parfaitement domestique, normale. Il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'âne et de bœuf. Oui, à la fois, ça pourrait être effectivement Marie, le Christ et Sainte Anne, mais ça pourrait très bien être une jeune femme. Exactement, une jeune mère qui tient son nouveau-né avec une émotion quand même, une sorte de gravité. Et c'est quand même ça, à mon avis, qui nous met sur la piste de la Vierge. C'est que cette femme, elle a le regard presque dans le vague. On a l'impression, les théologiens disent souvent qu'il y a une certaine préscience de la Vierge, et si elle sait ce qui attend son fils, ça n'est pas entièrement réjouissant, c'est grave. C'est l'avenir de son fils et de l'humanité qui est en jeu là. Et La Tour, il me semble, arrive à le suggérer sans du tout nous donner des indices ou des choses comme des clins d'œil aux personnages qui ont une certaine culture et qui savent que, ah oui, s'il y a l'auréole, il s'agit d'un saint, s'il y a l'étoile au-dessus, c'est qu'on est dans une scène de nativité. Non, là, il nous laisse le déduire, mais malgré tout, il le suggère, avec mais d'une façon fine, discrète, qui laisse en fait le spectateur libre face au tableau. D'interpréter. Quels sont les sujets favoris de Georges de La Tour, ces sujets de prédilection ? Alors, il a
pas mal de sujets religieux. Oui. On est dans une époque où le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle en Lorraine. La Lorraine est une région particulièrement fervente, où les franciscains sont très présents, la communauté franciscaine, et on est dans l'époque de la contre-réforme, où la contre-réforme encourage la représentation des saints, des mystères, et le fait que l'incarnation, c'est pas un vain mot. Ça veut dire que si le Christ a pris chair, qu'il est devenu un homme, etc., c'est bien de le représenter, c'est bien de représenter les histoires des saints pour parler à chacun des croyants. Donc, il est né dans ce siècle. Donc, la peinture religieuse est très importante. Mais il a aussi une prédilection pour les pauvres gens, les humbles, qu'il va montrer de façon... En fait, à la fois, il les montre dans leur dignité, mais il n'y a pas non plus, comme chez Lenain, par exemple, à qui sa peinture a pu être attribuée parfois, puisque c'est un contemporain français. Il n'y a pas de côté décoratif, sympathique. On n'est pas du tout dans l'anecdote. On est dans le réalisme, vous diriez ? Oui, on est dans le réalisme avec, je pense, à un tableau frappant qui s'appelle Les Mangeurs de Pois, qui est à l'exposition de Jacques Marandré, ou bien Le Joueur de Vielle, qui est un musicien de rue aveugle qui joue... on voit les mangeurs de pois. Voilà, on voit les mangeurs de pois. Ils sont à une sorte de soupe populaire, en fait, où ils sont manifestement debout. Ils mangent debout en dévorant plus qu'en mangeant parce qu'ils sont affamés. Ils n'ont pas l'air très sympathiques. C'est pas un regard attendri qui est posé, c'est un regard réaliste sur le grand âge, la misère, le côté affamé, le fait que en fait, mais l'humanité... ces pauvretés, la commune humanité est représentée là à travers ce qui la constitue, c'est-à-dire la finitude, la faiblesse, l'envie, les besoins matériels qui peuvent presque ravaler un homme au rang d'une bête quand il n'est pas nourri, ça c'est assez nouveau, de figurer les personnes. Oui, je pense que c'est assez nouveau de les regarder avec un vrai regard presque philosophique. C'est-à-dire à l'époque de Georges de la Tour, il y a beaucoup de scènes de genre. On pensait, j'évoquais les Hollandais, les Caravagesques du Nord, la peinture hollandaise et flamande a plein de scènes de genre où on voit dans les scènes de village, on voit des pauvres, on voit des mendiants, mais ils font partie du paysage, ils ne sont pas forcément un sujet en soi, et quand ils sont un sujet en soi, c'est presque pour amuser la galerie, pour qu'on se moque d'eux. Là, c'est pas du tout là, ils sont les sujets principaux. Là, sont les sujets principaux. Des tableaux, et je pense que c'est assez nouveau. Ce regard posé sur ces réalités sociales. On en parle dans un article de ce numéro. La place des pauvres gens et le regard qui est porté sur eux, qui est sans concession, et assez existentiel, voire philosophique. Comment vous expliquez cette fascination du public pour Georges de la Tour ? Il est à la fois, on le disait, il a été oublié, il est devenu très populaire. Je crois que déjà, le musée Jacques Marandré, il faut les premiers jours sont pleins. Enfin, c'est déjà un gros succès. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cette attirance qu'on peut avoir, cette fascination qu'on peut avoir du public pour Georges de la Tour? C'est notamment dans justement les sujets peut-être représentés. Il y a deux choses qui me viennent. Il y a, je crois, le fait que c'est une peinture accessible, qui n'est pas intimidante, précisément parce que, ce que je vous disais, il n'y a pas de signe ni de langage codé religieux, ni mythologique. On n'a pas besoin d'avoir fait histoire de l'art pour comprendre. Non, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir de bagages particuliers pour comprendre, pour voir en tout cas ce qu'on a sous les yeux et savourer la beauté de ces peintures. Mais je pense aussi que c'est une peinture accessible, certes, mais c'est une peinture qui fascine parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se joue sous nos yeux, que le peintre porte un regard éminemment intelligent, poétique sur le mystère de la réalité. Je vais vous citer René Char qui dit « Georges de la Tour est souvent mon intercesseur auprès du mystère poétique, donc du mystère humain ». Il le compare à Baudelaire. Il dit que chez l'un et chez l'autre, il y a à la fois Dieu et Satan. Il y a l'homme dans ses meilleurs côtés et ses pires côtés. Il y a le mystère de la poésie qu'on peut trouver dans la vie quotidienne. Et pour citer un autre grand homme de la littérature, André Malraux, il dit aussi que c'est pas l'obscurité que peint Latour, c'est la nuit, et que c'est la nuit, que aucun peintre même pas Rembrandt, ne suggère ce mystérieux silence de la nuit, et que Latour est le seul interprète de la part sereine des ténèbres. C'est-à-dire que chez lui, la nuit,
n'est pas triste, n'est pas angoissante, elle est. Elle n'est pas froide non plus. Elle n'est pas froide non plus, absolument. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui a permis avant nos sources à Hermann Voss, justement, de le distinguer de Van Honthorst ou de Le Nain ou d'autres, ou même de Caravage. C'est que sa lumière n'est pas froide. Elle est habitée, elle est plutôt chaude, elle est habitée d'un mystère. Il y a un très beau tableau qui s'appelle L'argent versé au musée Jacques Marandré, où on voit une scène d'échange commercial, mais qui se passe un peu dans la nuit, avec un éclairage différent sur chaque personnage. Il y a quelque chose qui nous échappe, et je pense que ça... Et c'est ça qui nous fascine, c'est ça qui nous fascine, parce qu'on a envie, on aimerait comprendre qu'avait dans la tête Georges de la Tour quand il a peint ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire. J'espère avoir contribué dans ce numéro, nous espérons tous, avec tous ceux qui ont écrit, avoir contribué à éclairer une part de ce mystère, mais quand même... En même temps, c'est beau, il continue à nous échapper. Préservé aussi. Et voilà, il continue à nous échapper. Il y a ce fameux tableau de Job qui est à l'exposition, qui était, à l'époque de René Char, le tableau était connu comme un prisonnier visité par une femme en prison. Et donc, René Char, il voit la femme qui vient rassurer, etc. Aujourd'hui, on le connaît comme Job raillé par sa femme. Donc, c'est pas du tout pareil. Ce serait presque un contresens. C'est pas du tout le même narratif. Et ce tableau est fascinant parce qu'en fait, il y a 2 points lumineux dans ce tableau. C'est les yeux de la femme et les yeux de l'homme qui se regardent, l'homme et sa femme, Job et sa femme qui se parlent, qui communiquent et qui ne se comprennent pas à un point hallucinant, puisqu'elle est en train de lui dire « Mais blasphème ton Dieu, regarde où tu es tombé, regarde cette maladie de peau, regarde ton état de décrépitude. Et toi, tu restes là à prier Dieu, mais tu n'as rien compris. C'est un ennemi, insulte-le, au moins tu auras cette liberté. » Et lui dit mais non, je reste fidèle. Et où étais-je quand Dieu a créé l'univers? Toi, tu parles comme les charognes, tu parles comme tous ceux qui m'ont abandonné. Et je reste fidèle. S'il y a une chose que je garde, c'est ma foi et ma confiance en Dieu. Après la révolte qu'il a eue, et c'est ça qui fait du livre de Job un chef-d'œuvre. Mais ce tableau de la tour, pour moi, est le tableau d'un génie, de la psychologie, de quelqu'un de très profond humainement. C'est fascinant d'ailleurs, parce que je pense qu'un athée se reconnaît et est touché par cette peinture tout autant qu'un croyant. Oui, il y a un langage universel. Il y a un langage universel. Pas besoin d'avoir de bagage artistique, mais pas besoin non plus d'avoir de bagage religieux pour accéder à la peinture de Georges de la Tour. Je ne pense pas, si ce n'est qu'évidemment, avec un bagage religieux, en tout cas avec le sens que peut donner le récit biblique, mais bien sûr, on reçoit ces tableaux différemment et on les savoure différemment, parce que dans le cas de Job et sa femme, il y a quelques indices, je n'ai pas le temps de les développer, mais il faudra nous lire, qui nous mettent sur la piste de l'identification, c'est plutôt Job qu'un prisonnier lambda, etc. Évidemment, si on connaît cette histoire, si on mesure à quel point cet homme est passé au-delà de la révolte, mais il a traversé l'absurde, il a traversé le rejet, et malgré tout, il a traversé même, l'article l'explique, Dieu lui demande même de renoncer à son sens de la justice, parce qu'il dit, en gros, j'ai pour moi que j'ai raison, je n'ai rien fait de mal, et donc c'est injuste qui m'arrive. Et en fait, Dieu lui demande d'aller même au-delà de ça. Oui, ça t'arrive, c'est mystérieux, mais fais-moi confiance. Et à la fin de l'histoire du livre de Job, là, je divulgage, tout lui est rendu. La santé, la prospérité, etc. Mais ça, c'est pas montré dans le tableau. Merci Isabelle Schmitz. On entend votre enthousiasme et on a envie de se ruer déjà sur le Figaro hors série, qui est disponible et en vente dans tous les bons kiosques, et puis au musée Jacques Marandré pour découvrir cette très très belle exposition. Et puis plus de 160 pages assez extraordinaires, des articles sur ce très bel artiste à découvrir. Merci d'avoir été avec nous en direct. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro.